Bonjour à tous. Je vais essayer d'être rapide puisque j'ai l'honneur de terminer la matinée juste avant le déjeuner. Et en plus, paradoxe, je ne vais pratiquement pas parler d'amylose, mais je vais parler finalement d'une cellule qui est une cellule de la lignée B, lymphocyte et ou plasmocyte, sur laquelle surviennent des événements transformants oncogènes qui aboutissent à l'émergence d'un clone. Et ce clone est sécrétant. Il sécrète une immunoglobuline qu'on détecte par les moyens simples, immunoglobuline monoclonale, problème extrêmement fréquent en médecine courante, comme vous le savez, qui témoigne automatiquement de l'existence d'un clone. S'il y a une immunoglobuline monoclonale, il y a un clone, mais ce clone peut avoir deux grandes significations. Il peut être dormant, tranquille, pas ennuyeux en lui-même, et il peut être, à l'inverse, ce que j'ai appelé actif, ou témoignant d'une hémopathie lympho- et ou plasmocytaire avérée. Donc là, il y a une vraie prolifération cellulaire susceptible d'engendrer des symptômes. Et puis, il y a des situations intermédiaires qu'on appelle indolentes ou de stade 1 ou asymptomatiques. Je l'ai dit, cette situation donc, est fréquente. Lorsque le clone est avéré, lorsqu'il y a une prolifération cellulaire, par exemple des ganglions, par exemple des troubles dans l'os, par exemple une anémie, on est devant une logique d'analyse qui va en partie dépendre de l'isotype de l'immunoglobuline monoclonale. Si c'est une IgG ou une IgA ou une chaîne légère isolée, c'est myélome ou pas. Si c'est une IgM, c'est macroglobulinémie ou une autre hémopathie lymphoïde. Et là, les symptômes, ils sont de trois catégories. Tumorale, c'est la cellule qui parle, ou c'est directement elle, ganglion, trou dans l'os, etc., où il y a des conséquences immunologiques qui sont fréquentes, en particulier dans les hémopathies lymphoïdes, et en particulier avec un mécanisme d'auto-immunité. Il y a également un déficit immunitaire, généralement humoral, qui est très fréquent, donc des symptômes infectieux. Et puis, il y a un troisième type de symptômes possibles, qui sont des symptômes que j'ai appelés autres, liés à l'immunoglobuline monoclonale le plus souvent, éventuellement par dépôt de l'immunoglobuline monoclonale. Dans ces symptômes, il y a certains sont complètement liés à la masse tumorale, autrement dit, ne s'observent que si on a une prolifération importante. Exemple, un syndrome d'hyperviscosité qui va se voir que si on a un taux d'immunoglobuline très important et donc une masse tumorale importante. Autre exemple, c'est la néphropathie à cylindre myélomateux qui, comme cela a été dit déjà ce matin, ne s'observe pratiquement qu'en complication du myélome. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est la situation du petit clone qui est sans, qui n'est pas symptomatique en lui-même, soit gammapathie monoclonale dite de signification indéterminée, soit hémopathie de stade 1, indolente, asymptomatique. Dans ce cas-là, par définition, il n'y a pas de manifestation tumorale liée à la cellule. Les conséquences immunologiques sont rares, voire n'existent pas, et par contre, on peut observer des complications liées à l'immunoglobuline monoclonale, et c'est pour individualiser cette situation donc, qui est masse tumorale indépendante, on va avoir des symptômes, des manifestations en général donc, liées à l'immunoglobuline, que l'on a introduit avec d'autres le concept de gammapathie monoclonale de signification rénale. C'est un concept qu'on peut élargir et qu'on est en train d'élargir à d'autres organes cibles. Et les organes cibles principaux en la matière, c'est la peau et le nerf périphérique. Mais donc là, c'est l'élément de description essentiel, et c'est de fait la situation la plus fréquente, ça concerne le rein. Donc petit clone, on produit une immunoglobuline, en général c'est la chaîne légère, qui est capable de se déposer dans le rein à différents niveaux, au niveau glomérulaire, amylose, mais autres néphropathies glomérulaires dont je vais redire un mot dans un instant. Au niveau tubulaire proximal, c'est le syndrome de Fanconi. Et puis, au niveau de l'anse de Henle, mais là, on n'est plus dans le MGRS, puisque je l'ai dit, on a une forte masse tumorale par définition. Donc, gammapathie indolente, voire MGUS dans toutes ces situations. Petit clone B sans hémopathie avérée, la prolifération cellulaire en elle-même, elle n'est pas embêtante. Si elle était toute seule, on ne la traiterait pas. Mais il y a une néphropathie, il y a une atteinte d'aval. C'est ça, la gammapathie monoclonale de signification rénale ou MGRS. C'est MGRS, le mécanisme essentiel, c'est le dépôt. Et l'élément essentiel qui se dépose, c'est la chaîne légère.
Et ça peut se déposer, on l'a dit, dans le glomérule, avec deux grandes familles, les dépôts organisés. Celui que vous connaissez le mieux, c'est l'amylose, bien sûr, l'organisation fibrillaire, mais il y a aussi des dépôts organisés non fibrillaires qui peuvent être microtubulaires. C'est la situation, là il y a deux cas de figure, les cryoglobulinémies et puis les néphropathies que certains appellent immunodactoïdes, d'autres appellent gomides. L'organisation des microtubules est différente et pour bien distinguer les deux situations, il est nécessaire habituellement d'avoir une microscopie électronique. Ces images sont empruntées à Franck Bridoux, que je tiens à associer et à remercier. Dépôts non organisés, c'est la deuxième grande famille de dépôts. Ils sont amorphes, granuleux, il n'y a pas de structure de l'immunoglobuline. Là, le type du fragment d'immunoglobuline, elle n'est pas structurée, elle est en granules. Le type de description, c'est la maladie des dépôts d'immunoglobuline, le plus souvent à chaîne légère, LCDD, éventuellement à chaîne lourde, éventuellement immunoglobuline entière. C'est donc le syndrome de Randall, dépôt le long des membranes basales glomérulaires. Et vous voyez sur la diapositive de l'image de droite la structure granuleuse, la non-organisation du dépôt. Dans le Randall, il y a constamment, c'est une maladie glomérulaire mais aussi tubulaire, il y a constamment des dépôts le long des membranes basales tubulaires, et ça la distingue d'une autre néphropathie à dépôt non organisé, où là, ce n'est pas du Randall, parce qu'il n'y a pas de dépôt le long des membranes basales tubulaires, et il y a une organisation un petit peu différente. Ça ressemble à une néphropathie à hymen complexe, avec des dépôts monotypiques d'immunoglobuline. Donc, glomérulopathie, mais aussi tubulopathie, ça c'est le syndrome de Fanconi dont vous avez entendu parler ce matin. Pour enrichir les choses, et ce qui montre que le concept de MGRS, donc déjà varié par les différentes natures de dépôts, s'enrichit encore par d'autres mécanismes. Il y a vraisemblablement un autre mécanisme qui est l'activité auto-anticorps de l'immunoglobuline monoclonale. Ça, c'est là encore, on le doit essentiellement au groupe de Poitiers, d'avoir montré que certaines glomérulonéphrite à dépôt de C3 isolés associé à une immunoglobuline monoclonale pourrait témoigne probablement d'une interférence de l'immunoglobuline avec des mécanismes de régulation de la voie alterne du complément. Donc, concept de MGRS qui est riche et qui s'enrichit encore. Sur le plan clinique, c'est assez facile, parce que le raisonnement, enfin assez facile relativement, en tout cas la base du raisonnement pour le diagnostic, pour la reconnaissance de ces situations, c'est de regarder la protéinurie, et toute immunoglobuline monoclonale doit avoir une recherche de protéinurie. Et il ne s'agit pas de faire une recherche de protéinurie de Ben Jones, il s'agit de quantifier la protéinurie, et s'il y en a, de la caractériser. Si c'est de l'albumine, ou en tout cas si c'est constitué de façon prédominante d'albumine, il faut raisonner. Quel est le syndrome néphrologique en lui-même, hypertension, hématurie, etc. Est-ce qu'il y a des symptômes extra-rénaux? Et là, c'est un point capital, crucial, d'aller regarder les autres organes. Et quelles sont les caractéristiques de la gammapathie? Et là, vous avez l'amylose immunoglobulinique qui vient de nous être décrite brillamment par Estelle Desport, un syndrome néphrotique pur habituellement, c'est plus souvent lambda, et vous avez des signes extra-rénaux. La maladie de Randall, syndrome néphrotique impur, avec une hémopathie kappa, des signes extra-rénaux, ils sont fréquents, mais il faut aller les chercher, ils ne parlent pas cliniquement. La cryoglobuline, un syndrome néphritique aigu, avec un purpurin vasculaire pour le type 2, par exemple, et puis le gomide, c'est aussi un syndrome néphrotique. Tout ça, ça vous donne une suspicion qu'il va falloir confirmer, et confirmer par une biopsie extra-rénale, surtout quand vous suspectez une amylose, glande salivaire, etc., mais bien souvent par une biopsie rénale, et dès qu'il y a immunoglobuline et rein, pour bien préciser la nature des dépôts, en prévoyant une microscopie électronique. Deuxième situation, la protéinurie, elle est constituée essentiellement de chaînes légères. Et là, il faut savoir évoquer le syndrome de Fanconi. C'est toujours une gammapathie kappa. Il y a une insuffisance rénale modérée. Et quand vous regardez les examens, vous êtes étonné parce qu'il y a une hypouricémie contrastant avec l'insuffisance rénale, parce qu'il y a une hypophosphorémie contrastant là encore avec l'insuffisance rénale. Ça doit faire rechercher d'autres signes de dysfonction tubulaire, et ce n'est pas si fréquent que ça, mais ça se trouve tout de même. La deuxième situation, on sort de l'épure, quand il y a une protéinurie constituée essentiellement de chaînes légères, c'est la néphropathie à cylindre myélomateux, bien sûr.
La vie n'est pas toujours aussi facile parce que, ça a été là aussi souligné ce matin, il y a des associations possibles qui posent des problèmes physiopathologiques intéressants. Une même chaîne apparemment qui donne deux types de dépôts. Et puis, on est chez des malades qui ont 65 ans, en moyenne, éventuellement beaucoup plus vieux. Je rappelle qu'une gammapathie monoclonale à 90 ans, c'est une personne sur 10 presque. Et ces personnes ont du diabète, de l'hypertension, etc. Donc ont d'autres causes potentielles de néphropathie. Et ce n'est pas parce qu'il y a immunoglobuline monoclonale et néphropathie qu'il faut automatiquement conclure à causalité. Et donc ça pose la question dans un certain nombre de cas, d'une discussion avec le néphrologue, la sanction thérapeutique étant évidemment pas la même. Quand il y a gammapathie et qu'il y a lien avec la gammapathie et la néphropathie, il y a discussion éventuelle de mettre en place un traitement. Traitement des MGRS, là, il faut savoir à quoi on a affaire, le type de néphropathie, il faut savoir avoir un minimum sur la gammapathie, mais dans la MGRS, donc par définition, elle n'est pas à traiter en elle-même, mais ce n'est pas pareil si c'est une hémopathie lymphoïde B CD20 positive que si c'est un myélome ou un petit myélome. Il faut avoir une idée des manifestations extrarénales, voire même une idée extrêmement précise, et puis il faut connaître le niveau d'insuffisance rénale. Et ces éléments-là définissent la stratégie thérapeutique. Alors, pour l'illustrer, je n'ai pas pris l'amylose, puisque ça va être revu cet après-midi. Dans l'amylose, le juge de paix, c'est le cœur, c'est les manifestations extrarénales, et c'est en fonction de l'atteinte cardiaque qu'on va coordonner le traitement. Dans la maladie de Randall, là, il y a un petit myélome, le plus souvent, il y a une atteinte rénale constante. Les symptômes extra-rénaux, je l'ai dit, il faut les rechercher, ils sont fréquents, cardiaques, hépatiques, mais ils sont en général pas symptomatiques et pas le problème. Et le juge de paix, c'est le rein. Où vous avez une insuffisance rénale modérée, vous cherchez à préserver le rein, à éviter que ça s'aggrave. Où vous avez une insuffisance rénale nécessitant l'hémodialyse, vous cherchez éventuellement à préserver le cœur et le foie. Et souvent, si votre malade est jeune, vous vous dites, attention, il va être transplanté potentiellement, et donc je veux préserver le greffon. Et ça va conditionner les stratégies de traitement qui, bien sûr, dans tous les cas, vont essayer de réduire le clone. On a un petit clone, on ne l'aurait pas traité en lui-même, mais là, il faut le traiter parce qu'on a une protection d'organes derrière. Alors, ça se fait par différentes stratégies qui ne sont pas, d'ailleurs, bien démontrées, qui sont des consensus d'experts, ce que je vous marque là, et qui restent discutables. La cryoglobulinie de type 1, il y a un petit clone qui peut être soit un petit clone de type plasmocytaire, soit un clone de type lymphoplasmocytaire. Lorsqu'il s'agit d'une IgM, l'atteinte rénale est inconstante. Les manifestations extrarénales, là, pour qu'elles soient symptomatiques, il faut toujours des manifestations ischémiques. S'il n'y a pas beaucoup de symptômes, il faut juste surveiller. Si on est dans un MGUS avec un tout petit peu de cryo, mais on n'a pas forcément intérêt à traiter. Si c'est symptomatique, il faut, et ça c'est fondamental, adapter le traitement à la prolifération sous-jacente. Si c'est une prolifération de type plasmocytaire, il faut mettre un traitement de type myélome et pas mettre du CD20. Ça, on voit trop souvent, cryo égale CD20. Non. Et si c'est par contre une macroglobulinémie, si vous avez une cryo IgM de type 1, là on peut discuter le CD20 et éventuellement donc traitement adapté à l'hémopathie sous-jacente. La cryo de type 2, là le juge de paix finalement c'est le foie, parce que la grande cause c'est le virus d'hépatite C. C'est avec donc aujourd'hui des éléments nouveaux qui vont probablement émerger du fait des progrès thérapeutiques dans le traitement de cette infection virale. Je passe rapidement. Dans tous les cas, et ça donc cette illustration, la réponse immunochimique est essentielle puisqu'elle va conditionner la réponse d'organes. Pour qu'il y ait une réponse d'organes, condition nécessaire mais pas forcément suffisante, c'est ce qui fait la difficulté des choses, c'est ce qu'il a fait par exemple dans l'amylose. Il faut une réponse immunochimique pour espérer voir le cœur, le rein, etc. s'améliorer, mais ce n'est pas automatique. Votre syndrome néphrotique, il peut persister alors que même vous avez une très bonne réponse immunochimique. Donc condition nécessaire mais pas toujours suffisante. Pas toujours facile à évaluer, et dans les MGRS, on s'oriente vers l'utilisation du taux d'échelle légère libre, puisque bien souvent ces situations sont liées
à des dépôts de chaînes légères libres, et donc en utilisant des critères qui sont les critères maintenant établis dans l'amylose. C'est ma dernière diapositive, je crois. Petit clone B, maladie rénale forte qui parle, et donc il faut traiter le petit clone B pour protéger le rein, et avec une précision quant à la nature des différents éléments, le rôle très important des manifestations extra-rénales, et au total, en fonction de tout ce raisonnement, un traitement adapté. Merci de votre attention.